Je pense véritablement que la crainte est grande de voir la marée communiste chinoise continuer à monter et l'Occident rester les bras ballants face à ça. Il faut prendre conscience que la France aujourd'hui est en marche vers le communisme. Nous aurions besoin d'avoir des dirigeants aussi combatifs et aussi clairvoyants que M. Trump, de nous inspirer de lui, alors qu'en fait, c'est lui qui a développé la stratégie gagnante pour un Occident qui, je dirais, repousse le danger communiste et le danger de la délocalisation et de la désindustrialisation. Selon Olivier Piacentini, écrivain et politologue, la France est en marche vers le communisme et la montée du Parti communiste chinois met nos libertés en danger. Il appelle le gouvernement à revenir sur sa décision d'implanter l'usine 5G de Huawei en Alsace, au risque de nous amener à un état de soumission. Il pense que le président Trump est un exemple à suivre, car il a fait barrage à l'infiltration du Parti communiste chinois et a repoussé le danger de la mondialisation. Bonjour Olivier Piacentini. Bonjour Ing, bonjour à tous, bonjour à tous les auditeurs de NTD France. Bienvenue à l'émission Esprit français. Je suis très heureux de participer à cette émission. J'ai déjà participé à un journal NTD aux États-Unis et je suis très content aujourd'hui de m'adresser au public français et en particulier à toute la communauté chinoise de France que je soutiens complètement dans son combat contre le communisme. Ok. Est-ce que tout d'abord vous pouvez vous présenter? Bien sûr, alors je suis écrivain, essayiste politique, politologue. J'ai écrit déjà 6 ouvrages vers la chute de l'Empire occidental, le dossier noir du socialisme, le crépuscule de l'Occident, la mondialisation totalitaire, OPA sur l'Élysée et mon dernier que vous voyez là, le mirage mondialiste. Et j'interviens sur beaucoup de médias, Radio Courtoisie, Radio Athéna, Sud Radio, Valeurs Actuelles, Boulevard Voltaire, Riposte Laïque, et j'en oublie certainement. Russia Today, et maintenant NTD. Ok. Et aujourd'hui, notre sujet, c'est la mondialisation et le communisme. Très bien, mais oui. Et justement, vous avez parlé de votre livre. Donc, vous avez écrit un livre, ça s'appelle « La mondialisation totalitaire ». Absolument. Est-ce que, selon vous, en fait, quel rôle a joué le communisme dans l'évolution naturelle de la mondialisation? Je pense que le communisme occupe une place extrêmement importante dans le processus actuel de mondialisation. Mais c'est un rôle qui apparaît caché aux yeux des Occidentaux. Pourquoi? Parce que cette mondialisation, en fait, elle est promue par ce qu'on appelle la superclasse mondiale, c'est-à-dire les super élites qui sont à la fois les grandes banques, les multinationales et les GAFA, c'est-à-dire Google, Facebook, Amazon, etc. Alors, dans ce jeu-là, le communisme apparaît sur 2 versants. D'abord, la mondialisation s'est faite à l'initiative de ces groupes que je viens de décrire, la superclasse mondiale, mais en collaboration très étroite avec la Chine communiste. Pourquoi? Parce que dès l'ouverture des frontières à la chute du mur de Berlin, on a mis en place le libre-échangisme à l'échelle mondiale, et ce libre-échangisme a permis à toutes ces multinationales de fermer leurs usines en Europe et aux États-Unis pour les réouvrir en Chine, régime communiste. Et donc, il y a eu, de facto, une collaboration très étroite qui, dès les débuts de la phase active de la mondialisation, c'est-à-dire à partir du début des années 90, une collaboration très étroite entre le régime communiste chinois, qui a voulu attirer les multinationales occidentales et leur offrir des conditions optimales, puis s'installer, et les multinationales. Donc, de façon étrange, c'est le monde de la finance qui s'est appuyé sur le régime le plus communiste et le plus totalitaire du monde pour développer la mondialisation. Alors, beaucoup de gens ne le perçoivent pas ainsi, mais c'est la réalité. Et puis, il y a un deuxième versant que je considère comme communiste, alors on va dire une espèce de forme de socialisme libertarien. Un certain nombre de promoteurs du mondialisme, que sont par exemple George Soros, sont très imprégnés d'une idéologie, je dirais, marxisante de gauche, qui n'est pas tout à fait dans l'orthodoxie qui est celle du Parti communiste chinois, mais qui vise à un égalitarisme mondialisé et qui offrirait, je dirais, une très grande liberté de mœurs
en échange d'une privation, je dirais, de liberté économique pour beaucoup de petites entreprises et d'indépendants qui sont écrasés par ce processus de mondialisation en marche depuis 30 ans. Mhm. Donc, on peut dire, selon vous, la mondialisation est un outil du communisme pour contrôler le monde. En quelque sorte, oui. Je pense que malheureusement, nous sommes en train, et on le voit de plus en plus, d'évoluer vers un monde où l'essentiel de la production et de la création et du travail va être capté par une élite qui n'aura plus besoin en réalité des immenses masses de travailleurs, en tout cas en Occident. Vous voyez, il n'y aura qu'une infime minorité de la population occidentale qui va réellement travailler. C'est les plus qualifiés qui vont toujours travailler, évidemment, pour ces grandes multinationales. Le processus de concentration économique qui est inclus dans la globalisation mondiale va, je dirais, éliminer un grand nombre de petites entreprises et d'indépendants, et même d'entreprises moyennes de taille médiaire. Et donc, nous aurons à peu près 20, 25, 30% d'actifs pour 70% d'inactifs. Alors, qu'est-ce qu'on va en faire? C'est très simple. Hein. On va leur offrir sur les marges dégagées par les profits colossaux que vont réaliser cette superclasse mondiale, on va leur offrir des revenus universels et on va créer une forme d'égalité, en tout cas une égalité dans une forme d'oisiveté pour 50, 60, 70% de la population. C'est une perspective qui évolue toujours dans le même sens depuis 30 ans et aujourd'hui, on voit bien qu'on entre véritablement dans une phase où ces perspectives commencent à devenir réalité et ça me paraît bien inquiétant pour l'avenir de nos pays. En fait, le communisme et le mondialisme se ressemblent. Par exemple, le mondialisme, il promet un paradis sur Terre qui est égalitaire, qui est aussi, comment dire, sans discrimination, en fait, est-ce qu'on peut dire la racine de la mondialisation est le communisme? En quelque sorte, oui, c'est un dérivé du communisme. C'est pas le communisme originel tel que peut-être Marx le concevait, parce que Marx pensait que c'était les États qui allaient piloter, je dirais, l'avenir du monde vers le communisme. Or là, c'est spécial. Ce ne sont pas les États, ce sont les grands groupes. Et les grands groupes, qui aujourd'hui sont surpuissants économiquement, il faut bien voir que, par exemple, aujourd'hui, la capitalisation boursière de Amazon représente une valeur qui est supérieure au PIB de la Suisse, quand même. Vous voyez, la capitalisation boursière de Google dépasse le PIB de la Belgique. Donc, ces grands groupes acquièrent une puissance financière colossale, pendant que les États, eux, qui ont dû pallier aux défauts de la mondialisation, c'est-à-dire la désindustrialisation et la perte de substances économiques, se sont endettés. Donc, peu à peu, les grands groupes s'enrichissent et se concentrent. On arrive à des oligopoles mondiaux. Par contre, les États s'appauvrissent et s'endettent. Eh bien, on entre dans une phase où les grands groupes mondiaux veulent imposer leurs lois aux États, établir un monde sans frontières, puisque les frontières sont pour elles des barrières à la circulation de leurs produits, à la circulation de leurs capitaux, à la circulation des hommes. Ce sont des réglementations qui les obligent à s'adapter, qui leur coûtent cher. Donc, ils veulent un monde sans frontières. Et ce monde sans frontières, ils veulent aboutir à un monde égalitaire. Elles seules auraient la propriété de l'activité économique et les autres seraient finalement des agents ou en tout cas des personnes subventionnées pour rester en vie et puis consommer. Et véritablement, il y a un système qui tend vers le communisme et on compense l'énorme perte de liberté, à la fois de liberté économique, mais aussi de liberté, on le voit même en termes de liberté d'expression, puisque dans nos pays, la liberté d'expression se réduit d'année en année à vue d'œil. On compense ça avec une très grande liberté de mœurs, des ouvertures, je dirais, vers les voyages, etc. On compense avec d'autres formes de liberté, mais qui, à mon avis, ne sont que des libertés très illusoires et très partielles par rapport à ce qu'on est en train de perdre. En fait, comme justement le mondialisme ou le communisme est basé sur le matérialisme, du coup, justement... Tout à fait, il y a véritablement, on le voit bien, par exemple, une lutte, je dirais, des mondialistes contre toute forme de spiritualité. Les religions sont attaquées par le mondialisme. On voit bien aujourd'hui que, par exemple, le christianisme est particulièrement attaqué par
je dirais, les grands médias, certaines institutions. On refuse qu'il y ait des crèches dans la rue, ou dans les mairies, dans les espaces publics. On essaye véritablement de s'attaquer à toute forme de spiritualité pour orienter les gens exclusivement vers une fonction de consommation, de divertissement, de loisirs et de plaisir. Et de plaisir instantané. Pas forcément quelque chose d'approfondi, mais véritablement, je dirais, répondre à des stimuli, des envies du moment, et puis que l'on va compenser en consommant, et puis dans quelques temps, on vous remet une autre nouveauté qui vous excite et qui vous donne des envies, et puis on le passe toujours par la consommation. Donc effectivement, c'est un système très matérialiste, un petit peu du même style que pouvait l'être effectivement le marxisme original. Il y a vraiment une très forte, je dirais, correspondance entre les deux, même s'il y a une évolution qui est liée à la situation actuelle, la même que celle du XIXe siècle, mais on peut y trouver des correspondances extrêmement fortes. On voit en fait la Chine a récolté tous les avantages à travers la mondialisation, c'est-à-dire les richesses, la richesse des Occidentaux s'est déplacée en Chine. Oui. Et ensuite, le régime chinois a utilisé cet argent pour affaiblir les autres pays. Et il a utilisé cet argent pour commettre le pire de violations de droits de l'homme, comme des persécutions de pratiquants de Falun Gong, des Ouïghours, des Tibétains, des Hongkongais. Est-ce que dans ce sens-là, est-ce que vous pensez en fait les pays occidentaux n'est pas seulement perdants au niveau économique, mais aussi sur leurs valeurs et leur conscience? Complètement, mais vous avez entièrement raison. Je vais faire référence à une phrase prononcée il y a quelques mois par Emmanuel Macron. Il a été interrogé au sujet de la Chine et de l'influence de la Chine dans le monde. Et il a dit, aujourd'hui, on se demande si c'est le monde qui a changé la Chine ou si c'est la Chine qui est en train de changer le monde. La Chine est entrée à l'OMC en 2001. Et quand elle a été admise à l'OMC, M. Clinton, qui à l'époque était président américain, chantait les louanges de cette intronisation de ce grand pays à l'OMC en expliquant que tout le monde allait gagner, la Chine allait progresser, mais les Occidentaux allaient trouver des nouveaux marchés de consommateurs, et puis la Chine allait se fondre dans, je dirais, l'esprit libéral, l'esprit des droits de l'homme de l'Occident. Bon, on voit bien 20 ans après que c'est tout le contraire qui est en train de se produire. C'est-à-dire que, encore une fois, les valeurs qui s'imposent sont celles des plus puissants. Et aujourd'hui, pendant que tous les États occidentaux ne cessent de s'endetter, de perdre en substance économique, de perdre des industries, eh bien, la Chine, elle, ne cesse de gagner. Elle a des taux de croissance qui sont impressionnants depuis plus de 20 ans. Cette année, elle va encore connaître une année de croissance alors que l'Occident est complètement à volo. Et donc, c'est cette force et cette puissance considérable de la Chine qui aujourd'hui a des réserves en dollars, des réserves en or considérables, qui s'impose. Et elle s'impose où? Elle s'impose à l'ONU. La zone Asie-Pacifique de la Commission des droits de l'homme de l'ONU est aujourd'hui donnée à la responsabilité d'un Chinois. Donc, les droits de l'homme dans la zone Asie-Pacifique, c'est un Chinois qui est chargé de contrôler tout ça. C'est amusant. Je veux dire, quand on voit le système chinois actuel, ultra totalitaire, où, comme vous l'avez dit, le Falun Gong est persécuté, les Ouïghours sont persécutés, les chrétiens sont persécutés, les démocrates sont persécutés, les Tibétains sont persécutés, tous les gens qui ne sont pas d'accord sont envoyés en prison pour un oui, pour un non. Bon, et c'est ce pays-là qui en confie le suivi des droits de l'homme dans la zone Asie-Pacifique. Ça veut dire que la Chine, en fait, a aujourd'hui une puissance et une influence qui est énorme et qui s'impose à des Occidentaux qui sont trop faibles aujourd'hui pour imposer à la Chine de se mettre dans les clous et dans les normes. Donc, bien entendu que le système chinois est en train de gagner parce que la Chine investit les institutions internationales. Il y a eu également Interpol, qui a été dirigé par un Chinois il n'y a pas longtemps, la FAO, qui est dirigée par un Chinois depuis le mois d'août, et des commissions sur les communications et sur les industries, les commissions de l'ONU, qui sont aujourd'hui largement sous l'influence de la Chine. Bon, ben, tout ça est bien inquiétant quand même. Est-ce que vous pensez que le spectre du communisme est en train de diriger le monde?
Hélas, oui, c'est pas encore tout à fait le cas, hein, parce que bon, malgré tout, les pays occidentaux n'ont pas encore basculé dans le communisme. La France est malheureusement l'un de ceux qui est le plus avancé dans cette voie-là, avec, je dirais, des taux de dépenses publiques et de prélèvements obligatoires qui sont énormes, et puis une espèce de chape de plomb sur la liberté d'expression dans de nombreux domaines. Mais enfin, l'Occident n'est quand même pas encore, je dirais, un continent communiste, on va dire, une civilisation communiste. Mais il y a aujourd'hui un bras de fer avec la Chine et ce modèle-là qui est en train quand même de prendre forme. Et le mode de vie occidental qui était censé s'imposer à travers la mondialisation, c'est ce qu'on nous avait dit. C'est-à-dire qu'en 1990, à la chute de l'Empire soviétique, Fukuyama avait écrit un livre qui s'appelait La fin de l'histoire et le dernier homme, où il prévoyait le triomphe définitif des valeurs occidentales, du libéralisme et le développement de la démocratie libérale sur l'ensemble de la planète. Aujourd'hui, on en est loin. Le régime chinois, c'est 1,4 milliard de personnes, donc à peu près 20% de la population. Un grand nombre de pays aujourd'hui, que ce soit, je dirais, en Asie mineure, au Moyen-Orient ou en Afrique, sont des pays affidés à la Chine, parce que la Chine investit beaucoup d'argent et elle en fait des pays satellites, comme par exemple l'Éthiopie, qui est le pays du président de l'OMS, n'est-ce pas? Et donc, peu à peu, effectivement, on sent qu'il y a une espèce d'empreinte communiste qui, peu à peu, est en train de s'imposer partout, et l'Occident commence à être encerclé. Vous voyez, il y a eu, par exemple, il y a quelques mois, une résolution du Royaume-Uni auprès de l'ONU pour contester et sanctionner la Chine à propos du sujet des Ouïghours. Bon, un grand nombre de pays, et même des pays musulmans du Moyen-Orient et d'Afrique, n'ont pas voté pour cette résolution, et au contraire ont suivi la Chine. C'est quand même incroyable, des pays musulmans qui suivent la Chine, y compris sur la question des Ouïghours. Donc on voit bien que les valeurs occidentales aujourd'hui sont confrontées à des valeurs communistes chinoises, évidemment effrayantes pour nous, enfin pour moi en tout cas, je pense que c'est l'effroi, et je pense que pour beaucoup de Chinois qui vivent en France, dans les autres pays européens, et qui malheureusement doivent connaître ce système pour l'avoir vécu, je pense véritablement que la crainte est grande de voir la marée communiste chinoise continuer à monter et l'Occident rester les bras ballants face à ça. Hein. Donc il va falloir qu'on entre dans une phase de résistance à ce modèle et que les gens prennent bien conscience qu'aujourd'hui, nos libertés occidentales sont menacées. En fait, en réalité, il y a très peu de personnes qui se sont rendues compte de cela. Et comment vous avez pu le constater? Ben, tout simplement, à travers tout ce que je vois, vous savez, j'ai un cabinet de conseil pour entreprises et je travaille beaucoup avec des chefs d'entreprise de PME, TPE. Je voyage beaucoup, je m'informe beaucoup, j'écris beaucoup. Et puis, je suis un anticommuniste de la première heure. C'est-à-dire que moi, je suis presque né anticommuniste. Vous voyez, j'ai commencé à avoir une conscience politique à l'âge de 11-12 ans et je me battais contre le socialisme, François Mitterrand et ses ministres communistes. Je viens d'une famille de commerçants et d'artisans, et j'ai toujours détesté le communisme parce que c'est un régime liberticide. Je précise que je m'étais rendu à l'époque, j'étais jeune en Union soviétique, et il y a 20 ans, j'ai passé 3 semaines à Cuba. J'étais à Cuba chez l'habitant, pas dans un club de vacances au bord de plage. J'ai passé 3 semaines, alors j'étais jeune à l'époque, chez l'habitant, j'ai vécu dans des familles, et j'ai bien vu l'horreur qu'est le communisme. Et comme j'ai pu discuter avec les gens de façon privée, ils étaient chez eux, donc une fois les volets fermés, tard dans la nuit, les gens commencent à parler. Bon, on voit bien que c'est un régime totalement inefficace d'un point de vue économique, qui appauvrit les pays d'une façon considérable. Cuba était beaucoup plus riche à l'époque de la dictature de Batista qu'il y avait avant. Cette dictature, c'était pas un bon régime, mais le pays était beaucoup plus riche qu'il ne l'a été ensuite sous la férule de Castro. Bon, donc les gens n'ont presque plus à manger à Cuba, ils n'avaient presque plus à manger. Les gens, quand on leur présentait un bout de viande, avaient l'impression de voir un lingot d'or. Enfin, c'était quelque chose, c'était devenu un luxe dans un pays qui est pourtant propice à l'élevage, à l'agriculture, qui ne devrait pas avoir de problème de rationnement alimentaire. Or, les gens ont du mal à manger. Donc, on a ce problème déjà d'un système qui économiquement est défaillant, mène à la faillite, et on l'avait vu en Chine, par exemple, à l'époque de Mao, quand il y avait eu les périodes du jambon en avant, où on était censé
je dirais, de promouvoir la production agricole, industrielle, etc. Et puis ça s'est terminé par des faillites, des famines massives avec des dizaines de millions de morts. Le communisme, c'est l'économie qui s'effondre et les libertés qui disparaissent. Et les gens n'ont plus le droit de rien dire et sont obligés de dire oui. C'est-à-dire que, par exemple, à Cuba, je me rappelle de Castro qui avait fait un discours pour expliquer que Cuba venait de dépasser la Hollande en termes de production de viande. Bon, et moi j'étais dans une famille avec une vieille grand-mère, une fois que le discours est fini, on a fermé les fenêtres, elle m'a dit, mais moi ça fait 7 ans que j'ai pas vu un bout de viande dans le pays. Hein, vous voyez, donc, et les gens sont obligés de faire semblant de croire à ça. Donc, un système qui est défaillant économiquement, qui mène le peuple à la ruine et à la famine, et un système qui enlève toute forme de liberté à la population. Mm-hmm. Avez-vous observé une influence du communisme chinois en France? Alors oui, il y a une grande influence du communisme chinois, mais une influence qui est très discrète, qui est parce qu'elle est en fait elle s'articule d'une façon extrêmement subtile. Je veux dire, c'est pas du tout comme par exemple l'influence grandissante de l'islam qui fait beaucoup d'éclat dans notre pays. Bon, effectivement, le gouvernement chinois, je lui reconnais un mérite, c'est un gouvernement de grands stratèges, de gens très capables, qui arrivent à faire passer leurs idées et leur influence de façon très discrète, mais très efficace. Alors, l'influence chinoise, malheureusement, on a eu récemment des informations sur 2 millions d'agents du Parti communiste chinois infiltrés dans des entreprises européennes, américaines, australiennes et pas des moindres, puisque par exemple figure Airbus, qui est une entreprise française, où des cadres sont membres du Parti communiste chinois. C'est quand même incroyable. Une entreprise comme Airbus, Rolls-Royce aux États-Unis, la banque HSBC, j'en passe et des meilleurs. Bon, donc il y a une pénétration, si vous voulez, humaine à des postes clés qui est faite par le Parti communiste chinois. Il y a une promotion culturelle et il y a également une influence par le biais de personnalités importantes qui se font aujourd'hui les promoteurs de la Chine et qui certainement ne le font pas pour rien. Bon, je pense par exemple en France à M. Raffarin, ancien Premier ministre, qui fait l'éloge de la Chine sur tous les plateaux de télévision, qui vient d'écrire récemment encore un nouveau livre pour, je dirais, faire la géographie du régime communiste chinois. Ça me paraît complètement incroyable de la part d'un Premier ministre qui se disait libéral bon, en France, et qui maintenant fait la promotion du régime chinois. Mais quelle mouche l'a donc piqué? Bon, vous avez des anciens dirigeants, comme par exemple en France, M. De Villepin, ancien Premier ministre, en Italie, M. Prodi, ancien président du Conseil, ancien président de la Commission européenne, qui aujourd'hui ont des cabinets d'avocats d'affaires qui aident les Chinois à acquérir des entreprises françaises de Villepin en France et italiennes pour Prodi en Italie. Sauf que les acquisitions d'entreprises qui sont faites, et M. de Villepin comme M. Prodi ne peuvent pas ignorer cela, sont faites bien souvent non pas pour investir dans le pays, mais pour capter des technologies, s'emparer de brevets, et puis ensuite peu à peu dépecer les entreprises sur place et tout relocaliser en Chine et en ne laissant plus que des vestiges ici dans les pays occidentaux. Donc on vole notre savoir-faire, on vole nos compétences et nos brevets. Hein. Donc, et tout ceci avec, je dirais, la participation de hautes personnalités de nos pays, la France, l'Italie, mais ça existe également en Angleterre, en Allemagne. Donc, il y a véritablement une très forte volonté des Chinois de pénétrer nos pays et puis de les dévitaliser petit à petit, d'imprimer leur marque partout. Huawei va installer en France, en Alsace. Comment vous pensez, quels sont les risques? Les risques de la 5G sont absolument considérables. Je ne comprends même pas comment un gouvernement comme le gouvernement français peut accepter cela. C'est complètement incroyable. Il faut voir quand même que le président Trump aux États-Unis a fait barrage à cela. Il a fait barrage à cela parce qu'il sait bien quels sont les risques. La 5G, ça va être la nouvelle technologie de l'Internet qui va permettre tout un ensemble de fonctionnalités, par exemple
des voitures automatisées, des ascenseurs automatisés, enfin, plein de fonctionnalités vont pouvoir être dirigées depuis ces systèmes de 5G. Et tout ceci va être piloté depuis Huawei, qui est une entreprise extrêmement liée au Parti communiste chinois. Mais ça veut dire que demain, le Parti communiste chinois peut appuyer sur un bouton et bloquer tous nos systèmes ici en France, parce que notre pays aura pris des décisions stratégiques qui déplaisent à M. Xi ou à son futur successeur. Bon, il y a aussi, en plus, un deuxième danger énorme, c'est celui de la captation des données et de l'espionnage total. C'est-à-dire que toutes les communications téléphoniques, toutes les communications Internet vont être contrôlées par Huawei. Donc, encore une fois, par le Parti communiste chinois. On peut le voir comme ceci, puisque le capitalisme chinois n'est pas un capitalisme de concurrence comme on peut l'avoir chez nous. C'est un capitalisme qui est organisé autour de l'État et où les entreprises, je dirais, effectivement, ont des activités privées, mais en corrélation avec une stratégie d'État. C'est ça qui est différent de ce que nous connaissons, nous, en Occident. Et donc, de laisser, je dirais, tous les leviers de commande, je dirais, de tels outils stratégiques au seul pouvoir chinois, je pense que c'est une folie qui risque de nous mener dans un état de soumission complet. Et je souhaite vraiment que le gouvernement français revienne sur sa décision, en tout cas, mette vraiment des barrières à cela et des contrôles très stricts, parce que je pense que sinon, demain, nous allons devenir un satellite gouvernement chinois. Justement, tout à l'heure, j'ai pas précisé. En fait, c'est sa première usine de 5G hors de la Chine. Et d'après vous, pourquoi la France, en fait? Est-ce que ça veut dire, en France, il y a un grand réseau du Parti communiste chinois? C'est fort possible. Et puis, bon, en Alsace, il faut voir aussi que l'Alsace a une position particulière, puisqu'elle est à la frontière entre la France, l'Allemagne et le Benelux. Donc, il y a aussi peut-être stratégiquement une position qui fait qu'on se retrouve, au fond, au centre de, je dirais, de l'Europe, du cœur de l'Europe, vous voyez, en Alsace. Donc, il y a une question effectivement de positionnement géographique, et puis, très probablement, une préférence pour la France, parce que l'Allemagne a montré, le gouvernement allemand, plus de réticence que la France pour le développement de la 5G. Donc, le gouvernement français, lui, finalement, de tous les gouvernements européens, s'avère être le plus pro-5G chinois. Bon, donc, il y a à la fois le positionnement géographique et puis la proximité, je dirais, d'une certaine complaisance avec le gouvernement français. Et est-ce que d'après vous, le communisme et le socialisme, c'est la même chose? Ça. Alors écoutez, moi j'ai une formule que j'utilise souvent. La social-démocratie, le socialisme, le communisme, c'est la même chose, ça va aboutir aux mêmes choses. Sauf que c'est le temps qui n'est pas le même, la durée n'est pas le même. C'est-à-dire que le communisme, ça va vite et d'un coup. Le socialisme, ça va plus lentement, on essaie d'habituer les gens petit à petit, et puis d'année en année, on augmente les impôts, on augmente les charges, on augmente les règlements, les obligations, on empêche petit à petit les gens de parler, donc ça met plus de temps, vous voyez. Et le social-démocratie, c'est encore plus long. Mais, vous voyez, il y a 35 ans, les taux de prélèvement obligatoires en France étaient de l'ordre de 35%. Vous voyez, le général de Gaulle disait qu'au-delà de 33% de prélèvement, ça devenait confiscatoire et on entrait dans le communisme. 33%, c'est ce que disait le général de Gaulle. Aujourd'hui, en France, on est à 57% de taux de dépenses publiques par rapport au PIB. Donc, petit à petit, vous voyez, d'année en année, on monte, puis on va arriver à quel stade? On va arriver finalement à un stade qui, au niveau, je dirais, de la captation de la richesse produite, va ressembler à ce que peut-être connaissait l'Union soviétique de la grande époque. On n'en est plus très loin, finalement. Hein. Cette année, qui est une année exceptionnelle, quand je vous dis 57% de dépenses publiques, c'était en 2019. Cette année, on est à 64% à cause de la baisse du PIB et des interventions de l'État pour soutenir l'économie. Bon, et malheureusement, très souvent, plus on augmente l'implication de l'État dans l'économie, on a du mal à revenir en arrière parce que les gens s'habituent à un soutien et petit à petit, ça va toujours dans le même sens. Enfin, de toute façon, depuis 35 ans, c'est ce qu'on observe, une montée permanente du poids de l'État dans l'économie française. Donc, on voit bien que les systèmes sociodémocrates, sociolibéraux, socialistes et tout ce que vous voulez, conduisent à un système qui, si on continue comme cela, va finir par arriver au communisme.
Donc c'est la même chose, sauf que ça prend du temps. Ok. En fait, le socialisme prévaut en Europe. Oui, en Europe, alors, il y a des pays qui sont plus ou moins atteints. Vous voyez, il est évident que la France, c'est le summum, c'est le pays le plus socialiste d'Europe. Après, vous avez d'autres pays comme la Suisse, par exemple, qui sont beaucoup moins atteints, qui sont beaucoup moins socialistes. L'Allemagne, avec l'Allemagne, il y a aussi un écart important. Bon, mais il est bien évident que cette grande crise, qui, je dirais, appelle à une intervention des États très importante, intervention des banques centrales et autres, peut constituer une étape très importante vers une avancée vers le communisme. Donc il va falloir qu'on arrive à se déshabituer très vite de cette prégnance de l'État pour qu'on revienne à quelque chose de plus normal. Sinon, on risque de se complaire dans ce système d'assistanat qui, effectivement, nous conduit vers le communisme petit à petit. D'accord. Et vous avez écrit un livre qui s'appelle Dossier noir du socialisme français. Absolument. Absolument. Parce que, je vais vous dire, j'ai écrit ce livre parce que j'entends souvent dans la rue les gens dire « Ah oui, oh, la droite, la gauche, c'est pareil, etc. » Bon. En fait, moi, je me rappelle bien, de 1958 à 1981, la France a été dirigée par 3 présidents de droite, qui étaient le général de Gaulle, puis Georges Pompidou, puis Valéry Giscard d'Estaing. Bien. À l'époque, la France était un pays qui était plus libéral que la Grande-Bretagne et les États-Unis. Et il y avait moins de prélèvements publics, moins de pression de l'État et de la bureaucratie. La France était un pays qui se portait extrêmement bien. Même pendant le choc pétrolier, la France était un des seuls pays du monde, pendant les années de choc pétrolier, à avoir conservé une croissance positive. Un des rares pays avec le Japon et l'Allemagne. La France faisait l'admiration du monde entier pour le niveau de l'éducation nationale, le niveau culturel, le niveau de la télévision, le niveau de liberté que nous avions. Le socialisme est passé par là en 1981. Eh bien, j'ai l'impression que depuis, tout part à volo. La France est aujourd'hui parmi les pays les moins bien classés de tout l'OCDE au classement PISA, donc classement, je dirais, du niveau éducatif. On est parmi les derniers, on était les premiers du temps du président Giscard d'Estaing. On était le premier, où on était systématiquement tous les ans dans les 3 premiers pays du monde. Nous étions un pays très peu endetté. Quand Giscard d'Estaing a quitté le pouvoir, la France était très peu endettée et mon livre commence par un échange lors du débat entre Giscard et Mitterrand de 1981 où Giscard pose la question à Mitterrand, mais vous allez financer comment toutes les aides sociales que vous promettez? Et Mitterrand lui répond, mais monsieur Giscard d'Estaing, vous nous avez laissé les caisses pleines, donc on va se servir de cet argent. Donc vous voyez bien que à partir du moment où le socialisme est arrivé, le cercle vertueux de l'économie française et de la société française que nous avaient laissé les présidents de droite précédents a été cassé. Et donc c'est véritablement l'arrivée des socialistes au pouvoir qui a plongé la France dans une spirale néfaste qui nous conduit aujourd'hui à être un pays en très grande difficulté. Est-ce que, d'après vous, le but final du communisme, c'est de nous détruire? De détruire l'individu, oui, la liberté individuelle, telle que nous la connaissons depuis toujours en Occident. L'Occident est marqué par l'esprit de la Grèce antique et par l'esprit du christianisme. Les deux se sont conjugués pour faire de l'individu le centre de la société. Et le communisme veut s'attaquer précisément à cela. Le communisme est, comme son nom l'indique, basé sur la communauté et la collectivisation, et il veut faire en sorte que l'esprit individualiste, l'esprit de risque, de libre pensée, de recherche personnelle s'efface au profit d'un intérêt collectif. Et donc, c'est une trahison de l'esprit occidental originel qui, encore une fois, part de la Grèce antique, la Grèce qui a inventé la démocratie du temps de Solon et Périclès, et du christianisme qui fait de chaque personne un être personnifié, un être unique qu'il faut protéger et qui a des libertés. C'est la parole du Christ qui nous dit ça. Et le christianisme s'est diffusé dans la société et a fait de notre société occidentale cette merveilleuse société de liberté
et je dirais, de conquête du savoir, de conquête de la connaissance. Parce que les gens libres ont envie de chercher sur des sentiers qui ne sont pas les sentiers battus. Ils ont envie de découvrir de nouveaux horizons. Vous voyez, la découverte de l'Amérique, c'est Christophe Colomb. Je ne suis pas persuadé qu'un autre, qu'un Génois, enfin qu'un Européen en tout cas, ait pu franchir, je dirais, les océans pour aller au-devant de l'inconnu. Vous voyez, c'est vraiment l'esprit libéral, individualiste de l'Occident qui a permis cela. Et malheureusement, l'esprit du communisme, même un communisme soft comme nous l'avons, va à l'encontre de ce merveilleux esprit occidental qui a fait, selon moi, de notre continent européen et des États-Unis des pays tellement formidables. En fait, le président Trump, il est anti-communiste chinois et il considère la partie communiste chinoise est la plus grande menace pour le monde. Et le président Trump a bien raison. Mais vous savez, Ing, c'est bien malheureux, mais si la totalité des élites de la superclasse américaine et des médias qu'elle contrôle, parce qu'il faut bien comprendre quelque chose, les médias américains sont contrôlés par des banques et des multinationales. Ces mêmes banques et multinationales qui ont fait de la Chine la plateforme de leur projet mondialiste, qui engrangent des bénéfices considérables parce qu'elles ont pu délocaliser en Chine et revendre leurs produits avec des marges considérables aux États-Unis et en Europe. Et le président Trump a voulu s'attaquer à ça, parce qu'il a voulu redonner la richesse et la capacité de production au peuple américain, en mettant des barrières douanières ciblées. Parce que, évidemment, on l'a caricaturé, on a dit qu'il voulait fermer les frontières. Pas du tout. Il a voulu arrêter l'intrusion de la concurrence déloyale chinoise partout où les États-Unis pouvaient faire de façon équivalente et produire sur place. Et ça a eu des résultats économiques immédiats. Immédiats. En 2017, 2018, 2019, la croissance américaine n'a jamais été aussi forte depuis les 30 Glorieuses. Et les salaires américains ont progressé plus que depuis 35 ans. Tout simplement parce que les emplois sont revenus aux États-Unis. Des usines chinoises se sont implantées sur le territoire américain parce qu'elles ne pouvaient plus importer leurs produits. Vous voyez, même Apple a dû monter des usines aux États-Unis, alors que jusqu'à présent, ils faisaient fabriquer en Asie. Donc, le président américain a œuvré pour la prospérité, non pas des multinationales, mais du peuple américain, et il a œuvré pour faire barrage à la pénétration et à la progression fulgurante de la puissance chinoise qui devient une menace. Donc il a apporté des bienfaits considérables à la fois sur le plan économique et sur le plan de la géostratégie mondiale. Et c'est bien pour ça que tous les médias se sont coalisés contre lui pour le faire passer pour un fou, un sapin, un malade, alors qu'en fait, c'est lui qui a développé la stratégie gagnante pour un Occident qui, je dirais, repousse le danger communiste et le danger de la délocalisation et de la désindustrialisation. Donc, je mettrai de très bons points au grand président Trump, et l'histoire, vous verrez, l'histoire lui rendra l'hommage qu'il mérite. Ok, donc d'après vous, c'est le communisme qui est derrière tout ça pour les censures, pour toutes les manipulations dans les élections américaines? Alors, je n'ai pas investigué pour savoir exactement ce qu'il s'est passé au cours de ces élections américaines. Moi, je peux vous dire que pour avoir suivi minute par minute l'évolution des votes, je suis très surpris, je dirais, du résultat final. Parce que le matin même, Donald Trump était largement en tête dans un certain nombre d'États, comme par exemple la Georgie, le Michigan, la Pennsylvanie, où il avait 10 points d'avance, alors que 75% des bulletins étaient dépouillés. Donc Joe Biden a rattrapé 10 points de retard avec seulement un quart des bulletins. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Donald Trump a eu des millions de voix de plus que la fois précédente. Il a cumulé un nombre de voix qui est le record pour un président sortant. Le record pour un candidat républicain. Aucun candidat républicain de l'histoire n'a fait le score en nombre de voix de Trump. Et malgré tout, il perd. Et il perd alors qu'on n'a jamais vu une telle masse de votes par correspondance.
le vote par correspondance existait en France jusqu'en 1975. Il a été supprimé parce qu'on avait constaté qu'il était porteur de fraude massive. Et c'est pour ça que la France a arrêté avec ce système. Il est quand même surprenant de voir que la première démocratie du monde, un pays comme les États-Unis, maintienne un système aussi porteur, je dirais, de doute. Et aujourd'hui, en tout cas, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ces élections américaines. J'entends beaucoup de choses, évidemment, sur NTD, par exemple. On a beaucoup d'informations que d'autres médias ne nous donnent pas. Il est bien évident que, de mon point de vue, il a dû se passer des choses assez étranges au cours de ces élections. Et, moi, je ne pourrais pas vous en dire plus, et je pense qu'il faut se référer aux nombreux reportages que votre chaîne, à la fois le version américain et français, fait à ce sujet-là. Je pense qu'on a beaucoup de choses que les grands médias français ne nous disent pas. Et Trump se bat pour le peuple, et le peuple aussi se lève pour soutenir Trump. Mais on n'a jamais vu ça. Les élections américaines depuis longtemps, on n'a jamais vu, je dirais, une telle masse de gens se lever pour contester les élections et continuer à dire que Trump est leur président. Donc aujourd'hui, il y a un risque de guerre civile aux États-Unis, et cette guerre civile n'est pas liée au comportement de Donald Trump, contrairement à ce qu'on croit. Elle est liée au fait que les doutes sont énormes, que beaucoup de gens se sentent lésés, floués, que les gens discutent et voient bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que par exemple, beaucoup de minorités, les Noirs ou les Hispaniques, qui avaient rejeté Trump en 2016 massivement, eh bien le vote aujourd'hui de ces communautés-là est beaucoup plus partagé. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il y a eu un élan populaire en faveur de Trump, et un élan normal, puisque Trump a vraiment redressé l'économie américaine et remis le peuple américain au centre de ses préoccupations, ce qui n'était pas le cas avant, puisqu'on voulait favoriser les multinationales et les banques. Et donc, il y a une incompréhension par rapport à ces résultats. Et je sais que le peuple américain est un peuple qui est, je dirais, extrêmement combatif. C'est pas un peuple qu'on manipule comme ça facilement. Donc, on ne sait pas effectivement de quoi seront faites les semaines à venir et comment se passera la transition qui aujourd'hui n'est pas assurée. Est-ce que vous pensez la force du peuple américain gagnera? Je ne peux pas vous répondre aujourd'hui. Je le souhaite de tout cœur. Moi, je pense que véritablement, Donald Trump est une bénédiction pour les États-Unis et aussi un exemple à suivre pour nos pays occidentaux. Que l'Europe aujourd'hui est complètement absente d'un point de vue de géopolitique internationale. L'Europe n'a plus de force pour se faire entendre. Vous voyez, l'Europe est à la botte de la Chine. L'Europe se fait marcher sur les pieds par la Turquie. Vous voyez, on nous a dit que l'Union européenne devait faire de nous une puissance équivalente aux États-Unis et à la Chine. Mais au contraire, on se fait marcher sur les pieds par M. Erdogan et la Turquie, dont le PIB n'équivaut même pas au tiers du PIB français, mais lui arrive, je dirais, à nous faire des misères, à la fameuse superpuissance européenne. Donc, l'Europe qui suit cette politique mondialiste, qui est, je dirais aujourd'hui, le principal promoteur du mondialisme, se retrouve complètement à volo en termes économiques, absente sur le terrain géopolitique, on n'entend pas sa voix, elle est écrasée entre la confrontation qui fait rage entre les États-Unis de Trump et la Chine du Parti communiste. Et je pense que véritablement, nous aurions besoin d'avoir des dirigeants aussi combatifs et aussi clairvoyants que M. Trump, de nous inspirer de lui, à notre mode à nous, parce que nous sommes français, on veut que ce soit à la française, si vous voulez. Mais je pense que véritablement, c'est ce genre d'homme qu'il nous faut pour redresser nos pays aujourd'hui. Avant de conclure notre interview, j'aimerais savoir quel est votre vœu pour 2021 et quel est votre message pour les publics français, comment on peut s'en sortir l'emprise du communisme. L'emprise du communisme, il faut prendre conscience que la France aujourd'hui est en marche vers le communisme et nous le voyons à travers l'implication de l'État à tous les niveaux, impôts, taxes, bureaucratie, on nous impose des choses que nos parents, nos grands-parents n'auraient pas acceptées dans le cadre de cette crise du Covid. Moi, je suis persuadé que les générations précédentes n'auraient pas pu être manipulées par l'État comme nous le sommes aujourd'hui, tout simplement parce que l'emprise de l'État aujourd'hui est énorme.
Donc, il faut prendre conscience que plus nous allons avancer dans ce sens, et plus nos pays vont péricliter, et plus nos libertés vont disparaître. Donc, je souhaite qu'il y ait un sursaut en France. Ce sursaut, les Français l'ont déjà ressenti et ont déjà montré qu'ils s'opposaient à ce système. Quand les Gilets jaunes se sont révoltés en 2018, c'était par rapport à une taxe sur les carburants. Alors, c'était une petite taxe, mais une petite taxe qui vient s'ajouter à d'autres, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Donc, je suis persuadé que les Français, comme beaucoup d'Européens, sont conscients que nous avançons vers quelque chose qui n'est pas clair. Il faut bien leur mettre en tête que nous allons vers le communisme à la mode chinoise, alors à notre mode à nous, mais dans ce sens-là. Il faut que les gens en prennent conscience dès 2021, parce que nous sommes dans des années charnières où le monde peut basculer dans un sens comme dans l'autre. J'espère que nous allons avoir de nouveaux dirigeants en France qui vont prendre en compte les revendications du peuple, en particulier du peuple qui travaille, du peuple qui investit, du peuple qui, je dirais, valorise le pays par des activités commerciales, des activités libérales, des activités agricoles ou industrielles. C'est sur ces gens-là qu'il faut qu'on s'appuie, leur redonner la confiance, leur redonner l'envie de travailler, d'investir et d'embaucher en France. Et je crois qu'il faut vraiment changer de gouvernement et d'état d'esprit, faire confiance dans la dynamique du peuple français pour que véritablement nous retrouvions le grand pays que nous étions. Ouais, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et merci en tout cas à tout le public. Et puis, encore une fois, mes meilleurs voeux pour toute la communauté chinoise de France et d'ailleurs. Et je serai toujours à ses côtés contre le communisme et contre les privations de liberté. C'est un peuple qui, malheureusement, sait de quoi il parle quand il parle de ça. Et je serai toujours à ses côtés. Ok, merci beaucoup. Et bonne fête de fin d'année. Bonne fête de fin d'année à tous.